Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Fréquence Atlantique. Vous savez que tous les dimanches, nous avons l'émission concernant l'actualité nationale et internationale, la déconstruction des idées colonialistes et ensuite des informations sur notre pays. Cette partie est diffusée sur Facebook en direct. Vous pouvez la retrouver sur YouTube après. Et puis une deuxième partie qui est uniquement radiodiffusée, 88.3, 93.6 et 105.9. Mais vous pouvez y participer en téléphonant au 03 14 03. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Et nous allons commencer tout de suite avec la partie actualité et déconstruction. En ce qui concerne l'actualité nationale, nous allons commenter la question du chlordécone à partir d'une rencontre organisée par l'IONAGE des Collines Martinique. Concernant la partie internationale, nous allons nous arrêter sur les crimes commis par l'armée israélienne contre les enfants palestiniens. Et pour la déconstruction, nous allons parler de la fonction totalitariste des médias. Hein? Et cela nous est inspiré par ce que j'avais annoncé dimanche dernier d'ailleurs, la propagande sur le couronnement de Charles III. Donc, voilà pour le contenu et nous commençons avec la rencontre organisée par l'IONAGE pour des problématiques qui est déjà un regroupement de plusieurs organisations, les syndicales, écologiques, etc., mais qui avait organisé une rencontre plus large à laquelle étaient invitées toutes les organisations qui interviennent sur ce front de la lutte pour la réparation du crime d'empoisonnement et avec leurs avocats pour essayer de constituer un front dans la lutte, dans le combat qui est mené pour obtenir réparation sur le plan judiciaire. Donc, cette réunion s'est tenue à la MEP avec une belle participation. On doit noter la présence d'une délégation de Guadeloupe, de l'association Vivre et ses avocats. Et donc, le résultat qui a été obtenu, selon ces participants, c'est qu'une coordination assez solide a été établie entre les différents avocats, les différentes personnes qui sont dans la procédure judiciaire, les différentes procédures judiciaires, chacun poursuivant bien entendu sa stratégie, mais avec un objectif de coordonner l'offensive contre le gouvernement français et les responsables du crime. Donc c'est quelque chose d'important pour permettre la lutte contre les tentatives de l'État français de gommer sa responsabilité. Alors, cette information, j'ai tenu à signaler parce que nous sommes à un moment où l'État français et les Békés mènent une grande offensive pour essayer de gommer ce combat-là et proposer au peuple des dérivatifs pour les inférer dans les procédures sans suite. On a déjà parlé il y a quelques dimanches des offensives menées par les Békés, y compris l'intervention de celui qui est venu avec une arme suprémaciste intolérable, méprisant les Martiniquais et les prenant pour des imbéciles, pour dire que le chlordécone ne donne pas de cancer, en disant mensongèrement, j'ai mis du chlordécone, je n'ai pas de cancer, et bref, dire que tout donne du chlordécone, personne n'a de cancer, c'est une preuve de mépris supplémentaire. Donc, on avait parlé de ça.
on avait parlé des tentatives pour dire que la banane est propre, c'est la meilleure banane de Martinique. Ça. Mais c'est ce qui est important, c'est la nouvelle stratégie du gouvernement français. On a vu qu'ils ont saboté les procédures juridiques avec ce fameux non-lieu, d'ailleurs qui va au niveau de la Cour européenne, mais au-delà de ça, de tromper le peuple en disant, d'accord, on a compris et voilà ce qu'il faut faire pour être réparé. Nous avons reçu le président du collectif des ouvriers agricoles, Yvon Sérénus, il nous a expliqué qu'on se cache derrière un fonds qui est destiné à indemniser les exploitants agricoles et on fait croire que tous les ouvriers agricoles pourront obtenir des réparations financières conséquentes à travers ce fonds-là. Il y a une représentante du plan Codéconca, déléguée du ministériel, qui mène campagne pour faire croire que c'est une réalité. Il faut que tout le monde comprenne bien que des dossiers sont orientés vers ce fonds-là, mais le fonds ne traite pas et ne va pas indemniser en tant que tel les gens qui auront déposé les dossiers. Cette manœuvre vraiment est une escroquerie intellectuelle sciemment développée pour tromper les gens parce que les dossiers des ouvriers agricoles arrivent à ce fonds-là et ce fonds-là réoriente ces dossiers vers la caisse de sécurité sociale de Martinique. Et c'est à cette caisse-là qu'il reviendra de voir si telle maladie sera indemnisée en fonction du tableau des maladies inscrites au tableau officiel des maladies professionnelles et les sommes obtenues ne seront mais jamais à la hauteur du préjudice subi par les personnes empoisonnées. Donc c'est une malhonnêteté de faire croire aux gens, à tous les ouvriers agricoles, qu'ils pourront déposer des dossiers et qu'ils seront indemnisés. Alors, cette manœuvre n'a pas réussi pour la bonne raison que seule une trentaine de dossiers ont été traités, 19 ont eu une réponse pour 6 000 ouvriers agricoles, 3 000 en activité et 3 000 à la retraite. Alors, on dit que c'est parce que le collectif des ouvriers agricoles développe des fausses informations. Là aussi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle parce que le collectif fait son travail d'information pour dire aux gens, vous choisissez votre voie. Nous n'avons pas confiance dans cet organisme imposé par le gouvernement français et la préfecture contre la vie des associations au mépris de la consultation des élus, que cette organisation française ne connaît pas notre réalité, qu'elle est subventionnée par l'État pour participer à un plan de tromperie vis-à-vis de la question de l'indemnisation. Donc, c'est parce que le collectif dit aux gens, notre combat est ailleurs. Notre combat est d'imposer une indemnisation qui correspond à la gravité du crime dans tous les domaines économiques, psychologiques, sanitaires, etc. C'est deux logiques tout à fait différentes. Et venir faire croire que vous n'avez pas besoin de travailler avec le collectif des ouvriers agricoles, vous n'avez pas besoin de faire des enquêtes épidémiologiques parce que l'État s'occupe de ça. Le criminel a pris bonne conscience et puis il va surmonter ces problèmes budgétaires qui le conduisent à saboter les retraites. Et puis voilà, dormez braves gens. Alors, ce qui fait qu'il y a une certaine résignation qui malgré tout s'installe dans la population, qui se dit les procédures ont échoué, il y a des illusions qui viennent intervenir, bon, peut-être qu'on peut obtenir quelque chose, mais il faut comprendre que c'est une manœuvre colonialiste scélérate pour tromper les gens et qu'ils ne faire en sorte qu'ils n'obtiennent ni justice ni réparation. Alors, il faut dire aussi que certaines avancées sont faites malgré tout dans le camp des gens qui luttent pour la réparation.
d'abord au niveau international, la cause commence à être connue. Au niveau français, la cause commence à être connue et des preuves sur les camouflages de pièces, le fait que des gens étaient informés depuis 81 de la dangerosité des produits et qu'ils ont malgré tout, en toute conscience, empoisonné les gens. Je pense là à l'enquête de Radio France, c'est bien ça, Radio France. Et donc, les choses progressent et surtout, les organisations, j'ai parlé tout à l'heure de la rencontre de la MEP, coordonnent leur lutte et finalement, l'État ne pourra pas empêcher. Mais ce qui est plus important dans l'affaire, c'est que les élus continuent à appuyer ce combat-là. Je veux parler là du travail qui est fait par les parlementaires pour imposer à l'État français qu'une loi programme soit discutée et votée pour régler globalement le problème du crime d'empoisonnement. Alors, il faut dire que la possibilité existe, la possibilité de contrer l'État français par la mobilisation est absolument indispensable, mais l'espoir existe parce que si on fait référence à ce qui s'est passé pour la réintégration du personnel injustement suspendu, réintégration des personnels, eh bien, ce sont des élus et principalement venant des colonies françaises qui ont fait que le gouvernement a été mis en minorité sur ce projet de maintenir la possibilité de suspendre à n'importe quel moment et pour imposer l'abrogation de la loi. Alors, premièrement, ça nous donne une leçon, c'est qu'il y a des victoires possibles. Elles sont peut-être, et elles ne sont peut-être pas définitives parce que l'État va réagir, mais ça montre qu'il y a des coins qui peuvent être enfoncés. Et si nos élus martiniquais et guadeloupéens mènent bataille pour qu'une loi programme puisse être adoptée pour faire régler de façon globale, appuyée par les mobilisations populaires ou par les actions judiciaires, on peut ouvrir une brèche. Alors c'est là qu'il faut montrer la question de la responsabilité, parce que pour cela, il faut que ce qui existe déjà, la cohésion du peuple martiniquais autour de ce combat-là, se renforce. Parce qu'on peut dire que c'est la cause qui obtient un soutien unanime des Martiniquais, qui transcende les différences politiques et syndicales, etc. C'est la cause qui peut nous permettre d'avoir une façon d'affronter de façon victorieuse l'État français. D'où la nécessité d'éviter les erreurs irresponsables consistant à attiser des divisions. Quand l'idée d'utiliser certaines institutions est développée, il y a certains qui sont ceux qui jugent de la validité des choses, de l'autre qui disent il ne faut pas travailler avec vous privilégiez les institutions et non, c'est la lutte, etc. C'est irresponsable parce qu'il faut avoir une stratégie pour utiliser les institutions, les failles qui existent, puisque dans les institutions, il y a des gens qui sont partisans de la lutte pour la réparation et qui peuvent donner un petit coup de ballon. Il ne faut pas se faire d'illusions. Sans mobilisation, sans internationalisation, cette voie-là toute seule ne va pas résoudre le problème. Mais dire qu'il ne faut pas le faire et ne rien proposer en face, ça pose problème. De même que dire que si une voie est faite pour essayer de faire avancer une loi programme, c'est de la collusion, c'est de l'opportunisme des élus, etc. C'est irresponsable. Parce que la résolution, du point de vue financier, législatif, etc., est obligée de prendre ce canal-là. Quelles que soient les intentions des élus qui sont porteurs, si certains avaient des intentions politiciennes, ça existe certainement,
mais c'est un détail sur la nécessité d'utiliser ce fonds-là, puisque les élus disent qu'il faut réparer. Nous sommes prêts à défendre une loi programme avec l'appui des gens concernés. Dire qu'il ne faut pas passer par là, ça veut dire ne faisons rien qui puisse régler le problème réellement, ou bien restons bras croisés, genoux à terre, attendons que certains nous aient donné l'indépendance pour dire bon, eh bien, on va régler le problème. Mais pas là, ça va poser une autre question au niveau international, sur qui on va s'appuyer, avec qui on va discuter pour obtenir réparation. Non, il nous faut être sérieux, réalistes dans l'établissement du rapport de force et dans l'utilisation des différents canaux législatifs, institutionnels, qui peuvent permettre à la cause d'avancer. Il est absolument important de comprendre que la cohésion nationale, c'est la première condition à défendre, c'est le premier point à consolider pour gagner cette bataille-là. Le deuxième front essentiel, c'est celui de la mobilisation populaire, qui ne se décrète pas, mais qui s'organise et qui ne s'exprime pas seulement par des manifestations de rue, qui s'exprime par le fait d'aller sur le terrain, informer, de préparer des dossiers avec les gens, leur donner des conseils en matière de suivi médical, etc. Organiser la lutte pour un dépistage qui soit conséquent. C'est ça, construire le rapport de force, l'engagement des luttes populaires. Et la troisième chose à développer, c'est de faire que ce combat-là favorise celui de l'émancipation nationale de notre peuple martiniquais. Parce qu'on ouvre un front de la lutte anticoloniale sur des bases incontestables, sur des bases où nous avons des droits qui peuvent être défendus au niveau international. Donc, je ne serai pas plus long. C'est les commentaires qui inspiraient la rencontre de Lionel à la BEP. Et je vais passer là maintenant à la question de la déportation, pardon, des crimes commis par l'armée israélienne contre les enfants palestiniens. Alors, pourquoi j'ai dit la déportation? Parce que je pensais déjà à cette question. Vous avez vu au niveau planétaire la propagande qui a été faite sur le fait que la Russie avait déporté des enfants ukrainiens vers des régions russes. Alors, on a dénoncé que c'était une façon de les russifier, de les déculturer, etc. On a dit que c'était une technique qui bafouait les droits humains et on a annoncé qu'on va faire une procédure judiciaire pour crime de guerre contre le président russe, parce que c'est un crime de guerre de prendre des enfants et de les déporter. Vous avez vu les images proposées par la Russie dans sa propagande pour dire voilà comment on a pris les enfants, c'était des zones de guerre, c'était des orphelins. Ils peuvent mentir, hein. Ils peuvent avoir des intentions de lutte, de conflit entre eux, mais les images sont là et ils vous disent voilà, nous avons pris les enfants parce qu'ils étaient en danger, ils étaient orphelins. Mais voilà comment nous les avons traités. Vous avez vu les images, ce n'est pas nous qui les inventons. On leur donne des bonbons, des cadeaux, ils sont choyés, etc. Ça peut être démagogique, on n'en disconvient pas. Mais on a vu ça. Toutes les conventions sur les droits des enfants ont été ressorties et on a annoncé des procédures pour crimes de guerre pour cet acte-là. La question que nous devons nous poser pour ne pas être victimes de manipulation, c'est quelle est la situation des enfants palestiniens? Comment sont-ils traités par l'armée israélienne? Et toutes ces personnes-là qui nous apitoient, qui demandent que Poutine soit poursuivi par crime de guerre, pourquoi ne nous en-ils disent rien? Ne disent-ils rien à ce propos? Alors, je vous lis un article qui va vous peindre la réalité, mais
ce sont des rapports qui ont été faits par des organisations internationales, y compris des organisations de défense des droits israéliennes. Je vous lis cet article-là, et puis vous allez voir la question des 2 poids, 2 mesures, la question de la propagande et de la désinformation. Citation. Selon un rapport publié en novembre 2015, l'ONG qui défend les droits des prisonniers palestiniens, ONG qui s'appelle Palestinian Prisoners Club, indique qu'au moins 600 enfants palestiniens ont été arrêtés à Jérusalem seulement dans la première moitié de 2015 et que près de 40% ont été victimes d'abus sexuels. Un nouveau rapport de janvier 2016 a été également publié, indiquant cette fois que le gouvernement israélien torture les enfants et les garde dans des cages en plein hiver à l'extérieur. Le rapport, publié par le Comité public contre la torture en Israël, indique que, je cite, les enfants accusés de délits mineurs étaient enfermés dans des cages publiques et subissaient des actes de violence sexuelle. Lors d'une visite par le Public Defender's Office, des avocats israéliens révèlent des détails choquants découverts dans les centres de détention, dans ces centres de détention. Dans une revue datant de 2013, le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant, le CRC, a déclaré qu'il avait une profonde inquiétude à propos de la pratique déclarée de la torture et des mauvais traitements sur les enfants palestiniens arrêtés, poursuivis et détenus par l'armée et la police israélienne. Et ce rapport-là cite l'utilisation continue de la violence physique et verbale, l'humiliation, les restrictions douloureuses, capotage de la tête et du visage dans un sac, les menaces de mort, la violence physique et les agressions sexuelles contre eux ou des membres de leur famille, l'accès limité aux toilettes, à la nourriture et à l'eau. Le rapport du CRC a également expliqué que l'armée israélienne a utilisé des enfants palestiniens comme boucliers humains à plusieurs reprises dans ces opérations. Vous pouvez lire l'intégralité de ce dossier en allant sur le site plateforme-palestine.org et le titre de l'article, c'est « Prisonniers, les chiffres de 2020 ». Ce tableau-là que nous avons dit, ces atrocités qui sont aussi vieilles que l'occupation sioniste, nous montrent que des enfants palestiniens sont détenus, sont torturés, sont humiliés, etc. Mais il y en a des milliers qui meurent sous les bombes quand il y a les bombardements aveugles à Gaza ou en Cisjordanie. Que deviennent les droits de l'enfant? Qui a dit que Netanyahou sera poursuivi devant la justice internationale pour non-respect de la Convention des droits des enfants votée par l'ONU? Alors, tout ce qui concerne l'Ukraine, nous disons la même chose. Nous montrons que la population ukrainienne est instrumentalisée pour diaboliser des gens qu'on veut attaquer, sacrifier, parce qu'il y a pas l'argent, il n'y a pas exemple, mais les Européens, là, à part 2 ou 3 mercenaires, il y a la Bribocayo, et puis publicité, il y a fait télévision, qui a fait publicité. Il faut défendre les droits du peuple ukrainien à la vie, aux soins, au respect des droits de la guerre, du droit de la guerre. Mais c'est une infime réalité par rapport à celle que vivent non seulement les enfants palestiniens, mais ceux du Yémen et autres sous les bombes des Occidentaux et de leurs alliés. Alors, on va, si vous le voulez bien, écouter une petite virgule musicale. Et puis, ensuite, je vais passer à la partie des constructions.
Voilà, alors le thème que nous avons retenu, c'est la fonction totalitariste des médias occidentaux. Dimanche dernier, j'avais déjà entamé la question en disant que le rôle des médias n'est pas d'informer, n'est pas de donner des éléments ou développer l'esprit critique ou des choix objectifs ou une compréhension scientifique de la réalité. Et je finissais en disant le rôle des médias, c'est d'endormir le peuple. Vous allez voir la semaine prochaine avec le gouvernement de Charles III. Ça n'a pas manqué, mais je crois qu'il ne s'agit pas seulement de dénoncer, il s'agit de comprendre les mécanismes. Et quand nous avons dit la fonction totalitariste des médias, c'est pour montrer que c'est un problème beaucoup plus général, beaucoup plus profond, qui doit être compris pour pouvoir lutter pour l'émancipation, pour la souveraineté et pour le renversement du système capitaliste impérialiste. Alors, le mot totalitariste, on peut dire qu'il est un petit peu fort exagéré, pas du tout. Alors déjà, il faut rappeler les définitions. J'ai choisi celle de Larousse, mais il y en a d'autres, vous pouvez vérifier. Le totalitarisme, c'est un système politique dans lequel l'État, au nom d'une idéologie, exerce une mainmise sur la totalité des activités individuelles. On met comme synonyme autoritarisme, etc. Ça fait globalement. Alors, quand on vous dit un État est totalitaire, c'est parce qu'il n'y a pas de liberté, on ne laisse pas les gens s'exprimer, on punit les journalistes, etc. Et on associe ça en général aux États qui sont adversaires de l'Occident. Par exemple, en Europe, la Pologne, la Hongrie, l'Ukraine, etc. Ce sont des États réellement totalitaristes qui cadenassent la presse, qui détruisent la culture, etc. Mais on ne va jamais dire que le président Zelensky est totalitariste. On va dire qu'il lutte pour améliorer la démocratie, etc. On réserve ça pour les opposants à l'Occident. Mais au-delà du système et de sa volonté politique, il y a un sens qui s'est imposé et concernant le totalitarisme. Et je vais le citer avec une définition du Centre national des ressources textuelles et lexicales. Je vous conseille d'aller voir sur ce site-là parce qu'il est assez exhaustif dans les explications qu'il donne. Et il nous dit que c'est un système politico-économique cherchant à imposer son mode de pensée considéré comme le seul possible. On voit déjà que dans cette affaire-là, ce qu'on appelle démocratie correspond tout à fait à cette idée du totalitarisme. Quand la presse dit c'est ma république, ma démocratie, ma conception qui est valable et tous les autres, c'est des séparatistes, des communautaristes, etc. Ça, c'est un fondement totalitariste de la pensée. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous disons que les médias font partie d'un système et j'ai une fonction précise pour développer le totalitarisme à l'échelle nationale et internationale. Et c'est pas simplement le directeur de France 2, France 4, etc., qui dit « Ah bon, il me faut être totalitariste ». C'est un système qui est planifié globalement par ceux qui contrôlent les empires médiatiques. Parce que les empires médiatiques sont possédés par des multinationales, occidentales, générales. Et dans ces empires médiatiques, il y a des concepteurs, des psychiatres, des publicistes, des économistes qui sont dépêchés pour dire qu'est-ce qu'on va dire, à quel moment on va le dire, comment on va le dire, pour pouvoir écraser toutes les pensées concurrentes ou opposées. C'est ça le totalitarisme. J'ai eu l'occasion de citer des exemples, comment le vocabulaire, à un moment donné, décide de le changer. On ne parle plus de licenciement. Ça, alors c'est par hasard qu'on ne parle plus de licenciement. Il y a des réunions, des études qui ont été faites et des décisions qui ont été prises pour imposer
aux journalistes de changer le langage. On parle de plans sociaux. Les licenciements n'existent pas, c'est des plans sociaux qui existent. Vous voyez comment on travaille les. Les grèves sont systématiquement associées à prise en otage des usagers. Ça veut dire que, je ne vais pas prendre plus d'exemples, mais il y a un consortium d'intellectuels, d'économistes, etc., qui travaillent pour les multinationales pour dire, comme c'est nous qui contrôlons les empires médiatiques, voilà ce qu'on va faire pour imposer de façon totalitaire notre façon de penser. J'ai parlé de fonction totalitariste des médias. La même information qui est donnée au Japon dans un quartier, c'est celle qui est donnée à Ouagadougou en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 agences de presse occidentales qui concoctent toutes les informations et qui disent voilà ce qu'on va mettre. Et tous les journalistes s'inspirent de ces 4 agences occidentales pour pouvoir faire des journaux, télévisés, écrits, etc. Mais des statistiques ont montré que 80% des informations qui sont données concernent l'Europe et ses intérêts dans la planète. La situation du pétrole tel endroit, la guerre tel endroit, mais tout ce qui les concerne. Et l'essentiel des informations, c'est le point de vue des Européens, des Occidentaux et des penseurs des économistes occidentaux. On donne quelques secondes de parole aux opposants pour dire que l'opposant a le droit de parler, mais quand l'opposant a fini de parler, il y a les idéologues qui se réunissent sur toutes les chaînes de télé, vous avez ça, vous pouvez vérifier. Il y a 28 minutes sur Arte qui choisit, qui va dire quoi, etc. Il y a sur France 24 les informés qui se sont autoproclamés, c'est nous les informés. Et puis, ils interprètent ce qui a été dit dans leurs journaux pour vous pousser à accepter le point de vue qu'ils ont développé. Alors, j'ai parlé il y a une intention de manipuler et il y a une stratégie pour que ça s'applique partout et que ça détruise la pensée différente. Alors, les clés de cette stratégie-là, j'en avais déjà parlé dans une autre émission, mais cela mérite qu'on y revienne. La première chose, c'est le détournement des centres d'intérêt. Il ne faut pas que les gens aillent chercher des informations, il faut capter leur esprit. Charles III, on parle de Charles III, le carreau s'est passé. En venant ce matin, j'entends un récit qui fait un compte rendu et qui reste 5 minutes pour parler d'une tradition qui remonte tout ça. On fait des tartes. Et bon, et puis on interroge quelqu'un qui dit, moi je mets des brocolis dans mes tartes. Et puis, oui, il y a certains qui arrivent à faire de bonnes tartes sur RFI, Radio France Internationale. On reste longtemps à parler d'une tarte qu'on fait à l'occasion du couronnement. Et puis, à la fin de cette même information, 2 phrases pour dire qu'on a arrêté une vingtaine de républicains qui manifestaient contre la monarchie. On en a mis en garde à vue préventive, etc. C'est ça. Donc, on détourne des centres d'intérêt. Mais vous savez qu'il y a régulièrement des événements qui se succèdent. On choisit l'incendie de Notre-Dame. Bon, il y a la Coupe du Monde, il y a l'élection de Miss, etc. Il y a tout ça. Et puis, on détourne en proposant des choses. Vous connaissez cette fameuse formule empruntée aux Romains du pain et des cirques, du pain et des jeux de cirque. Panem et circenses. Alors, pour vous dire que la première fois où cette expression a été utilisée, c'est dans l'Antiquité, c'était un poète satirique romain qui s'appelait Juvénal, qui avait fait ça pour se moquer des Romains qui allaient aussi. Et des expressions restées pour dire, bon, quand on a besoin d'amuser le peuple, parce que dans son poème, il expliquait que les empereurs
organisait des jeux de cirque pour que les Roumains ne s'intéressent qu'à ça et défoulent leur violence sur les gens qui se tuaient, les gladiateurs, les chrétiens, etc. Et en même temps, ces emplois-là, pour gagner de la popularité, faisaient des distributions de paix. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, nous vivons dans les médias la question du détournement des centres d'intérêt. La deuxième clé, c'est le conditionnement idéologique. Rien ne doit être fait dans un média si cela ne conditionne pas les populations qui regardent les programmes et de façon à ce qu'ils acceptent l'ordre établi, qu'ils aient l'illusion, là c'est le cas pour Charles III, mais qu'ils acceptent l'illusion que ce n'est pas la peine de s'attaquer au système, on peut s'enrichir et arriver au sommet par les moyens que les médias proposent. Je vais aller à Star Academy, je vais gagner, je serai célèbre, on va faire bêtise. Je vais être opéré par les chasseurs de tête qui viennent en Martinique. On va m'envoyer me former dans le club de PSG. Je vais devenir aussi riche que Messi, etc. Je vais devenir Miss Martinique, puis je vais devenir Miss France, puis je vais devenir Miss Monde. Je serai la reine. Donc, dans tous les domaines, que ce soit musicaux, sportifs, humains, il y a des programmes qui se succèdent toute l'année pour qu'on ait l'illusion que ce n'est pas la peine d'écraser le système, je pourrais me sortir en compétition et développer l'idéologie aussi de la compétition. Toute bagaille, c'est jeu Koh-Lanta, tout le monde prie ça, mais ça apprend les gens à écraser les adversaires, à faire ce qu'ils appellent de la stratégie pour gagner le total. Donc c'est ça. Et puis tout, le plus beau village de France, le plus bel arbre de France. Il fallait qu'on était content parce qu'on avait le plus bel arbre aux pêcheurs, etc. Le plus beau manoir. C'est-à-dire, tout est fait pour s'opposer. Là, maintenant, il y a un concours qui commence, la plus belle danse folklorique de France. Et puis, on est content. Nous, quand voyez le monde, nous, et puis, on a la plus belle de France, mais nous, de France. De France. Puisque les colonies d'hommes, des colonies et départements, et choses là, envoient leurs concurrents. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'on établit une hiérarchie entre des danses culturelles, régionales, au nom de quoi? Qui peut dire qui dit c'est plus beau, etc. Tout bagaille. La peine, chaque monde a fait ça. C'est pas un machin de convivialité des échanges apprenants se connaître, individualisme, compétition. Donc, ça, c'est le deuxième aspect de conditionnement idéologique qui fait croire qu'on pourra s'enrichir et puis que tout sera réglé. Et puis, il y a évidemment l'utilisation du langage dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, terrorisme, guerre en Ukraine, etc. Mais quand j'ai parlé de totalitarisme tout à l'heure, il faut que je revienne sur l'exemple du Covid. Pour la période du Covid, le but c'était quoi? Alors, il y a des gens qui ont oublié qu'il y a des multinationales, que Pfizer avait déjà été condamné pour des... que la Big Pharma contrôle le secteur de la santé. Il y a des gens qui font semblant d'oublier ça. Et puis qui viennent dire, le gouvernement de M. Macron, le gouvernement de l'autre en Angleterre, ils sont gentils, ils aiment le peuple, ils ne veulent pas que le peuple meure, donc ils vont vous écraser de façon citoyenne vos droits et tout, pour vous sauver contre votre... Ça fait une propagande totalitariste, puisqu'en même temps, ils interdisent aux autres de parler, ils ferment les comptes des scientifiques, de médecins, de docteurs, ils discréditent ceux qui ont un langage contraire, hein? Ils vous traitent de complotistes. Donc, il y a un mouvement totalitariste, c'est vraiment du fascisme de la pensée, qui vient dire, fermez vos gueules, j'ai besoin de vendre les vaccins expérimentaux de mes amis des multinationales, donc j'écrase la pensée, j'écrase le droit, je vous défends d'aller
sur la plage, respirer de l'iode qui est nécessaire et ou prendre du soleil et de vitamine D qui est nécessaire à votre résistance. Je vous interdis de faire 100 mètres. Je vous autorise à aller dans le hangar d'habitation, dans le supermarché, à la Française des Jeux. Et puis, j'ai un personnel politique et médical qui s'engage pour dire ceux qui ne sont pas d'accord, c'est des complotistes, ils sont anti-scientifiques, etc. Et on interdit à la pensée contraire de s'exprimer. Vous avez l'unanimité. Alors, il y a des gens qui peuvent me dire, mais oui, en Chine, on a imposé aussi des couvre-feux, en Russie aussi. Mais oui, mais ils ont qu'à dire totalitarisme. Et quand vous avez rénové vos couvre-feux, c'est là que vous avez commencé votre campagne pour dire le gouvernement totalitaire chinois empêche de sortir. Vous avez considéré que c'est totalitarisme. Vous avez dit que, ah oui, mais on vaccine à Cuba, on vaccine, etc. Mais vous n'avez pas dit qu'il y a des vaccins traditionnels dans un pays où la médecine n'est pas soumise aux multinationales, qui donne des garanties au peuple, et donc il peut se permettre de vulgariser son vaccin. Alors que le vote est expérimental, il a des effets secondaires que vous avez cachés, c'est pas du fascisme là. Alors aujourd'hui, où les effets secondaires explosent, il n'y a plus de statistiques. Vous vous souvenez, pendant la crise du Covid, tout le monde était là. C'est parce qu'il n'est pas vacciné qu'il est mort. Et si vous n'allez pas vous faire vacciner ou obliger vos grands-parents à vous vacciner, vous êtes des criminels. Mensonge, puisque les gens pourraient penser qu'ils n'étaient pas traités, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'appareils à oxygène, parce qu'on leur interdisait de prendre des remèdes qu'ils utilisaient depuis longtemps en disant que ce n'est pas scientifique, parce qu'ils avaient des comorbidités et que les structures sociales, les structures hospitalières publiques ont été démantibulées pendant des années pour priver de lits, pour et ne pas avoir assez de personnel. Les gens sont morts parce que le système de santé est déliquescent, que les gens n'ont pas été soignés. Alors, il y a des gens qui disent on a choisi pour mourir, etc. C'est du complotisme. Il y a des personnels de santé, ils n'ont pas choisi. Ils n'avaient pas le choix, justement. Et ils pleuraient pour dire j'étais obligé de donner la priorité à certains. Qu'est-ce que je n'allais pas laisser tout le monde mourir? Eh bien, c'est une fascisme. Et là, peut-être pas pour ne pas indemniser des gens dont on a violé le droit du travail, des gens dont on a saisi le salaire de façon illégale, les jetant dans des drames, conduisant même parfois à des suicides, des gens dont on a violé le droit fondamental de l'intégrité de la personne humaine, en leur disant, si vous ne acceptez le vaccin expérimental, donc à côté ou dehors, des gens qui ont été obligés d'accepter la mort dans la et qui en sont des malades, actuellement, tout le monde a fait bouche. Les propagandistes ferment leur bouche. Mais ils ne veulent pas retourner en arrière pour ne pas reconnaître leur crime, de façon à ce qu'après, les gens puissent être plus vigilants et refuser avec plus d'autorité. Donc, ça, c'est le conditionnement idéologique qui montre parfaitement qu'il s'agit de totalitarisme et de fascisme. Alors, je retourne sur Charles III pour dire quelques éléments. J'ai parlé des temps tout à l'heure. Mais le point le plus important, c'est quoi la monarchie? Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, c'est quoi la monarchie anglaise? C'est un système qui dit des gens qui ont du sang royal sont supérieurs aux autres. Ils ont le droit de régner sur leur sujet. Ils ont le droit de prendre l'argent du peuple pour faire ce qu'ils veulent. Et puis s'ils meurent, leurs descendants vont la charge. Parce que il avait fait plus que 2 mandats, il a 75 ans, il ne veut pas laisser les rênes. On a dû la dame qui restait 70 ans, et on trouve normal que son sang donne le droit à chaque
le droit de lui succéder et auprès des millions du budget gouvernemental, des impôts des citoyens anglais pour faire des fêtes, pour dire, pour mettre des carrosses, etc. Parce qu'il a du sang royal, la dynastie royale. En France, il y a des lois qui ont été votées pour criminaliser les musulmans, les afro-descendants, etc. C'est du communautarisme. Ça développe des distinctions raciales, etc. Donc la loi dit que le principe d'égalité des êtres humains et le refus des communautarismes, c'est la garantie qu'on est en démocratie en liberté. Et toutes les pensées qui ont diffusé le sacre du roi qui est élu sur les bases communautaristes. Ce n'est pas notre rôle, mais il faudrait que des gens poursuivent l'État français pour avoir fait la promotion du suprématisme, du racisme, qui dit qu'il y a des gens qui doivent diriger parce qu'ils ont du sang royal. Mentalement, c'est inacceptable. Comment accepter que l'immensité, la totalité des journalistes de Parlement disent je retransmets un direct Camilla avec une robe rose, avec un petit pas vert. La presse a donné la main. Quand on parle de stratégie globale, quand on parle de manipulation de masse, d'endoctrinement, de détournement des intérêts, c'est déjà grave. Mais le fait que l'on promotionne le racisme, les inégalités de classe, parce que l'État même, monsieur, c'est l'un des plus riches du monde. Hein. Quand on parle de Léopold, la famille belge, qui avait pris un propriété privée, les sols du Congo, etc. Ces descendants sont là, il y a dans son CEO. Et puis, on vient nous faire croire à la sincérité des médias quand ils dénoncent les talibans, le communautarisme, etc. Non. Donc, il faut bien comprendre, d'après moi, qu'il y a là une entreprise de désinformation et on va arriver à la conclusion qui est comment s'en sortir. D'abord, comprendre que les exécutants, les journalistes, les économistes, etc., qui font ce travail-là, parce que c'est pour la machine d'idées, ils sont de deux ordres. Il y en a qui sont idéologiquement partisans du système, qui sont payés pour ça, qui le font avec la foi dans la vie, qui sont corrompus, qui acceptent des voyages payés par le roi d'Arabie Saoudite dans des hôtels de 5 étoiles, parfois même on met des femmes à leur disposition et des voitures luxueuses. Ils vont dans tous les pays du tiers-monde, dans les hôtels-là, et grassement. Donc, il y a cette frange-là qui sont des corrompus, des sbires du système. Mais il y en a une grande majorité qui sont des aliénés. Parce qu'ils ont été formatés. Le formatage commence dans les écoles de journalisme. Il faut dire ça, il ne faut pas dire ça, etc. Donc, il y a un travail qui est fait pour que ces gens-là, quand je dis le bois aliéné, chaque fois je précise, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas quelque chose de méprisant. C'est le terme signifie quelqu'un qui fonctionne avec les idées des autres. Et il a laissé la grille d'analyse de l'autre conduire. Ce n'est pas forcément un salopard, un méchant, un couillon, etc. Mais il y a un travail de formatage qui commence dans les écoles de journalisme, dans les réunions de comité de rédaction, dans les normes qui sont établies. Par exemple, le journal télévisé. C'est 30 minutes. Il faut qu'il y ait une information sur ça, une information sur ça, et c'est le comité de directeur, c'est la direction qui donne les cadres. Il y a des journalistes qui font un petit combat pour que telle information passe. Ils y arrivent, d'autres fois, quand c'est passé, on les fait démissionner
et à force qu'on les persécute, hein, surtout quand il y a un message public qui dit « je veux répondre à ce témoignage-là ». Et bon, il y a la publicité à payer, etc. Donc, il y a le format du journal, les conditions de vie des journalistes, des gens qui sont exécuteurs. Il faut aller par là, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes par là, revenu. Le journal doit être bouclé à -5, etc. Mais, donc, il y a les conditions de travail qui fait que le journaliste est obligé de prendre des documents de communication préparés par l'entreprise, etc. Donc, il y a l'organisation qui est faite. Le format même de l'émission, quelque chose que nous trouvons particulièrement riche. Je suis désolé pour mes amis journalistes, j'en ai. Le journal, en France, on décide que le journal télévisé sera présenté derrière un bureau assis. Tout le monde est obligé de faire parler. Après ça, on décide qu'il faut présenter debout. Tout le monde est obligé de faire parler. On dit, on est obligé de mettre l'invité debout derrière une machine qui nous mal fait, etc. C'est comme ça. On passe devant avec. Mais regardez tous les journaux télévisés, vous voyez que tous les journalistes font le même théâtre. C'est pas ça. Pourquoi faut-il imposer? Parce qu'il y a tout un cinéma, il y a des postures, il y a des habillements, je ne parle même pas de la météo, etc. Donc, tout est cadré. Et l'exécuteur qui est de bonne foi, qui est là pour son travail, qui n'a pas le temps de choses, qui ne veut pas s'attirer de problèmes, il est en quelque part prisonnier. C'est une réalité aussi. Mais il y a une troisième catégorie que j'aime à citer. Comme dans tous les milieux, il y a des résistants. Il y a beaucoup de journalistes. Alors, il y en a qui sont tués, il y en a qui sont licenciés, mais il y en a qui arrivent à s'imposer pour faire passer des émissions. Quand on parlait de Martinique Première, il y a, non, c'était RFO et tout ça, et puis quand on regarde aujourd'hui, on voit les 16 de Basse-Pointe, l'OJAM, etc., il y a un paquet qui fait. Ce n'est pas par la gentillesse de l'État français, c'est qu'il y a des journalistes, parfois qui ne parlent pas, qui mènent le combat. Et quand on n'a pas cette vision du corps social des gens qui travaillent dans les médias, on vient servir le gouvernement disant quand vous êtes là, un journaliste qui vient faire un reportage, on l'insulte, on insulte sa maman, alors qu'il faut peut-être la personne partage la cause et qu'il aurait pu mettre une petite image qui démontre le commentaire officiel. Il y en a qui le font. Donc il faut être, c'est comme tout à l'heure on parlait des élus pour la lutte sur le crime d'empoisonnement. Il nous faut comprendre que l'être humain qui est là, il faut qu'on le prenne en tant que tel, mais qu'on ait une contre-stratégie contre les empires médiatiques pour voir sur qui nous appuyer, comment faire en sorte que notre message passe malgré eux. Est-ce que c'est en injuriant le bonhomme qui vient avec sa petite caméra-là, ou bien est-ce que c'est en lui faisant comprendre pour que sa conscience soit confortée de la nécessité de mener le combat. Et donc pour terminer, l'alternative, c'est que nous arrêtions de porter des jugements à l'emporte-pièce, mais que nous analysions les meilleures stratégies pour pouvoir combattre l'empire médiatique, mais surtout au-delà de leurs médias, mener la lutte idéologique dans des médias alternatifs. Merci RFA de ce travail qui est mené. Mais les médias alternatifs internationaux, il y a énormément de sites, de radios sur Internet qui donnent le point de vue des peuples, qui donnent le point de vue des combattants. Laissons Koh-Lanta tomber un moment pour aller surfer sur Internet, demandons des conseils aux militants qui voyagent, etc., pour avoir une panoplie de sources qui nous donnent un point de vue contraire. Et ça existe. Donc déjà, mener la lutte idéologique en nous formant et en vulgarisant ce que nous faisons. Mener la lutte sur le front culturel à travers les chansons, à travers les pièces de théâtre. Ici, ça se fait
assez correctement. Mais il faut amplifier et faire en sorte que les thèmes correspondent de mieux en mieux au projet de notre pays et à la nécessité de lutter ensemble. Donc, soutenir les médias alternatifs, utiliser judicieusement les réseaux sociaux. Ils essaient de tout faire pour bloquer les sites intéressants, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont dans une contradiction. Il faut vendre des appareils, il faut vendre des abonnements. C'est pour ça que même là, le gouvernement qui a racheté Twitter est en guerre avec les gouvernements en défendant une liberté qui donne la parole aux fascistes. Il faut dénoncer les fascistes, mais qui permet à ceux que les gouvernements veulent empêcher de parler de rester sur les réseaux. Donc, on a une juste utilisation des réseaux à faire, mais n'utilisons pas les réseaux pour nous détruire nous-mêmes. Je l'ai dit, je finirai sur ça parce que je risque d'être trop long. La question des groupes WhatsApp. Dès qu'un groupe WhatsApp se forme entre des militants, des associations, etc., il devient le lieu de cancre. C'est-à-dire que, voilà, nous donnons au gouvernement impérialiste, aux capitalistes, un outil pour ces renseignements, pour voir qui manipuler, quel argument. Mais enfin, ce n'est pas sur WhatsApp qu'on fait de débat idéologique. Je ferme la parenthèse, je serai trop long. Merci de votre attention. On se retrouve dimanche prochain.